Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode du Mood Board Club. J'ai l'honneur d'accueillir un graphiste qui mélange sa pratique avec d'autres formes d'art comme la musique. Il est aussi en édition et il va nous parler de son journal indépendant. Comment ça va, Giovanni ? Bah écoute, ça va super, merci de m'inviter, hein. Je suis trop content, un peu stressé mais super content d'être là. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu t'introduire ? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Giovanni et je suis étudiant depuis 3 ans à Gobelin en spécialité graphisme éditorial. J'ai fait mes études avec Max, pas dans la même spécialité, dans la même école. Et l'année prochaine, j'ai la chance d'aller en master à la Fonderie de l'Image. En spécialité directeur artistique, designer graphique. Donc voilà. Ok, super. Mais avant ça, avant Gobelin, qu'est-ce que Ouais. tu as fait comme étude ? Ce qui t'a permis d'arriver à Gobelin et de poursuivre à la Fonderie de l'Image. Alors j'ai fait des études un bac technologie, ça s'appelle STD2A, donc sciences technologiques du design et des arts appliqués, à Maximilien Vox. Ça a été 3 années géniales où j'ai vraiment rencontré des personnes super talentueuses, très inspirantes. Et puis j'ai rencontré tous mes meilleurs amis là-bas, donc c'était vraiment 3 années super et j'ai appris énormément de choses. Notamment, j'ai découvert ce que c'était que le design. C'était très centré sur le design d'objets quand même parce que je sais pas, c'était la façon d'apprendre dans cette école. On parlait beaucoup de chaises, de tables, etc. L'apprentissage de la création de chaises et de tables. Et puis aussi on parlait de graphisme, mais on parlait plus généralement d'art. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'épanouir artistiquement parlant, graphiquement parlant. Et j'ai découvert encore une fois des profs qui étaient passionnés. Comme je dis toujours, à partir du moment où on est passionné, on est passionnant. Et c'était vraiment des profs qui étaient passionnants et qui me donnaient envie de continuer ce que je voulais faire. Voilà. Okay. Et ensuite, t'as postulé sur Parcoursup Ouais, alors j'ai postulé sur Parcoursup un peu au hasard, en fait, même je m'attendais pas du tout à être pris à Gobelin, comme beaucoup de gens. J'avais postulé pour les arts décoratifs de Paris, et j'avais postulé dans d'autres écoles. Il y a 20 possibilités de demande sur Parcoursup, et il y en avait genre 18 ou 19. Et il y a mon meilleur ami qui s'appelle Tim, qui m'a dit, bah Giovanni, il te reste une place ou 2 places de libre, bah essaye de la compléter. Je lui ai dit que j'avais pas spécialement envie de la compléter, mais que je savais pas trop quoi mettre en plus. Et il m'a dit, bah essaye de mettre Gobelin, ça te donne une chance en plus. J'ai mis Gobelin et c'est l'école qui m'a pris. C'est l'école qui m'a prise et donc ça a été une chance de l'avoir mis un peu au pif. J'avais été aussi pris à Eugénie Coton. Et à l'époque, je savais pas que Eugénie Coton était une bonne école, je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est une école qui est pas mal du tout. Et du coup, pendant 4 ans, je me suis battu pour les arts décoratifs de Paris. Et cette année, j'ai été pris aux arts décoratifs de Paris. Malheureusement, mon courrier indésirable de ma boîte mail m'a fait défaut. Parce que du coup, j'ai pas été mis au courant que j'avais été pris. Et donc, du coup, j'ai attendu genre 2 mois. Et au bout de 2 mois, je me suis rendu compte que j'avais été pris aux arts décoratifs de Paris. Mais tu savais C'était pas. trop tard. J'avais déjà été pris à la Fonderie de l'Image. Mais j'ai pas du tout de regrets. Parce que c'est une école avec laquelle j'ai un rapport très conflictuel. Pendant des années, je me suis battu pour l'avoir et ils m'ont toujours ils ont une façon de traiter les élèves qui postulent qui est un peu négative, je trouve. Et puis au-delà de tout ça, j'ai pas retrouvé beaucoup de. Enfin, quand j'ai fait les bords ouvertes des arts décoratifs de Paris, j'ai vraiment remarqué qu'il y avait un cap entre ce que je voulais faire et ce qu'ils savaient faire. Et puis je trouvais que le niveau était pas très élevé. C'est peut-être méchant de dire ça, mais j'étais pas fan du niveau des études de graphisme aux arts décoratifs de Paris. Donc en fait, je pense que la Fonderie de l'Image m'apporterait beaucoup plus que les arts déco. Donc c'est pour ça que je vais à la Fonderie de l'Image. Voilà. T'as fait les JPO à la Fonderie de l'Image J'ai pas fait les JPO, non. Mais au moins, enfin, Mais oui, je sais très bien. Enfin, les profs m'en ont beaucoup parlé. Je sais que c'est une école qui m'apporterait beaucoup en termes d'expérimentation surtout. C'est ce que j'ai besoin encore d'apprendre. Et puis en termes d'édition, j'ai encore beaucoup de lacunes en édition, même si c'est ma spécialité. J'ai envie vraiment de m'y connaître à fond, par cœur, et que je puisse vraiment m'épanouir le plus possible en termes d'édition. Voilà. Et c'est l'école parfaite pour moi. Okay. Et c'est une école en alternance, du coup. Est-ce que tu veux parler de ton alternance rapidement parce que c'est un peu insolite. L'alternance pour laquelle tu es, c'est un peu insolite. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à Gobelin, on était en alternance pendant 2 ans et toi, tu as fait une année. Dis-nous où est-ce que tu es. Alors, j'ai fait mon alternance, donc ça fait depuis 1 an que je suis en alternance à Gobelin. Donc, en fait, je suis étudiant à Gobelin et donc à mi-temps. Et l'autre partie du temps, c'est
en alternance à la communication de Gobelin. Donc je suis le graphiste de la communication de Gobelin. Donc c'est un métier c'est un métier que je fais qui me passionne, que j'adore faire, parce que ça me permet vraiment d'apprendre des choses que je ne connaissais pas avant. J'avais beaucoup de lacunes en graphisme, et mon alternance m'a vraiment permis de surpasser ces lacunes. J'ai encore beaucoup de travail à accomplir, pour les compléter totalement. Mais du coup, en fait, c'est vraiment du graphisme, on va dire, dit traditionnel, très classique. Et on m'a appris la base du graphisme, en fait, en alternance. Et donc, donc c'est une alternance. J'y suis depuis un an, un peu plus d'un an. Et elle me reprend l'année prochaine, encore 2 ans de plus. Donc, c'est génial. Je suis super content et je suis très épanoui dans cette alternance. Voilà. Tu fais... c'est drôle de faire ton alternance d'une école et étudier dans une autre. C'est ça. C'est insolite, mais moi je trouve ça. Il y a un petit côté dissociation de la personnalité un peu, parce que du coup je suis dans l'administration 2 semaines et 2 semaines je suis étudiant, donc c'est assez original, quoi. Mais du coup ça me permet aussi de faire le lien entre administration et étudiant. Je peux faire remonter des problèmes qu'on constate mutuellement, etc. à l'administration. Donc c'est une place qui est originale, mais qui en fait m'apporte beaucoup. Voilà. Tu es toujours en lien avec les profs en plus, ouais, donc c'est super, parce que moi j'ai beaucoup aimé les profs et les retours qu'on a eu des autres épisodes. Ouais, exactement. Je vais passer un peu à ton rapport au graphisme en général. C'est en lien avec une question. Donc la semaine dernière, Malicia avait posé une question à Adélie, et donc là c'est Adélie qui pose une question à Giovanni, à savoir qu'est-ce qui t'a poussé à continuer le design graphique. Il me semble qu'à certains moments pour toi il était question d'arrêter et de plutôt te concentrer sur d'autres formes d'art et de création. Ça c'était la première question. Et la deuxième question, qu'est-ce qui te pousse à continuer tes études en alternance? Ouais. Et comme je disais tout à l'heure à Max, c'est vraiment 2 questions qui sont parfaites, parce qu'elles me permettent de parler de choses dont je voulais parler, mais j'arrive pas à trouver le moyen de les aborder. Première question, c'était... Qu'est-ce qui t'a continué? Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Qu'est-ce qui m'a poussé à... Ouais. En fait, pendant 1 an et demi à Gobelin, je détestais le graphisme. De façon assez viscérale. Vraiment, je ne comprenais pas ce qu'était le graphisme. J'avais une vision du graphisme qui était très centrée sur l'économie. Enfin, ça s'arrêtait pour moi à des publicités qu'on voyait dans le métro, genre les publicités Deliveroo. C'était vraiment, ça allait pas plus loin que ça, quoi. Pour moi, le graphisme, c'était juste vendre des produits, parler économie, parler argent, voilà. Et c'était pas. En fait, j'avais fait comme j'ai dit précédemment, j'avais fait des études d'STD2A, donc très centré sur l'art, et soudainement je fais un cap complètement différent. On se met à me donner des cours d'économie, à me parler de la cible, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire plus tard, en fait, tout court. Et donc du coup j'avais un rapport très conflictuel, très négatif au graphisme. Et il y a un peu plus d'1 an, en fait, il m'est arrivé plusieurs choses, notamment j'ai commencé à travailler sur mon mémoire, qui traite des principes de l'art contemporain dans le graphisme d'auteur. Et donc du coup je découvre ce qu'est le graphisme d'auteur, le graphisme expérimental, le graphisme plus personnel. Et je rencontre 2 graphistes qui m'ont énormément influencé. Je suis allé dans le studio de Catherine Zask, qui est une graphiste que j'adore, sur laquelle j'avais travaillé pendant longtemps quand j'étais en STD2A à Maximilien Vox. Et je l'ai rencontré dans son studio, donc c'était hyper impressionnant, c'était dingue de la voir. Et j'ai rencontré aussi Vincent Perrottet, qui est un graphiste là aussi, qui est très politique, qui est très, très engagé politiquement, très engagé humainement, et qui a beaucoup travaillé dans les associations. Et donc ces 2 graphistes qui ont une façon de créer qui est très manuelle, qui est très expérimentale, qui est très humaine, et qui est beaucoup moins centrée sur l'aspect économique et sur l'aspect vente, marketing. Et donc je découvre du graphisme qui est du graphisme purement artistique, dans le sens presque caricatural du terme, quoi. Et donc je rencontre aussi 2 divas, en fait. C'est vraiment, je compare beaucoup, dans ma tête, je compare pas mal Catherine Zask avec Nina Simone. Elle avait une façon de parler, de se comporter qui était très diva. Et je me suis dit, waouh, c'est une graphiste et elle se comporte comme ça. Pour moi, c'était exactement l'image que je voulais voir du graphisme, c'est-à-dire du graphisme hyper ouvert d'esprit, hyper expérimental, hyper libre. Et puis Vincent Perrottet aussi était absolument adorable, et puis lui aussi il avait une façon de parler du graphisme qui était très humain, très artistique. Donc ça a été l'une des principales causes de ce changement. Et puis aussi j'ai pu rencontrer, pas rencontrer, mais en tout cas mes 2 amis qui s'appellent Guillaume et Clément m'ont énormément influencé là-dedans, puisqu'ils m'ont
permis de découvrir ils ont vu en moi cette envie de m'intéresser un peu plus au graphisme qu'auparavant. Et donc du coup, ils m'ont lancé dans cette espèce de course où il fallait vraiment que je rattrape toutes les lacunes que j'avais eues pendant plus d'1 an et demi où je ne bossais pas. Et donc du coup, ils m'ont accompagné énormément, ils m'ont beaucoup aidé. Et donc je les remercie énormément. Et qu'est-ce qui te pousse à continuer des études en alternance? Parce que, à savoir qu'Adélie, elle et moi, du coup, on ne continue pas des études vers une alternance. Adélie, parce que pour elle, ça correspondait pas à son profil. Mais elle disait qu'elle comprenait totalement que certaines personnes voulaient continuer vers une alternance, dont toi. Est-ce que tu peux expliquer ça? J'avais vu le dernier podcast où Adélie parlait de son rapport à l'alternance qui était pas très positif. Et moi, je suis un peu l'inverse. J'adore l'alternance parce que ça me permet de travailler pendant les périodes d'études de façon expérimentale, libre et de m'exprimer de la façon dont j'ai envie. Et en alternance, de m'atteler à un rapport un peu plus professionnel au graphisme, un peu plus académique, un peu plus carré. Et donc en fait cette espèce de mélange des deux permet de déjà choisir sa voie, celle qu'on préfère le plus, et puis surtout aussi comprendre les aspects plus arty du graphisme et aussi plus pro. Donc j'aime beaucoup l'alternance, et puis aussi un aspect économique. Qui n'est pas négligeable. Voilà, c'est ça, on est payé, on est considéré pas comme des stagiaires, mais on est considéré un peu plus comme des pros, quoi. On est des pros, quoi. Voilà, c'est ça. Donc moi j'ai fait beaucoup de stages, et vraiment quand on est en stage, on est considéré vraiment comme des larbins qui servent le café et qui changent les capsules de café, quoi. Enfin voilà, ça s'arrête là. T'es un salarié. C'est un salarié, tu bosses et puis t'es respecté. Moi je suis très respecté en alternance. C'est génial d'être mis au même rang que quelqu'un qui est là depuis 5-6 ans, même plus. Et puis au-delà de tout ça, je me plais dans mon alternance, donc j'ai envie de rester dans cette alternance, quoi. Voilà. Ok, super. Comment se sont passées tes études au global? La première année, comme j'ai dit, la première année était très difficile. De mon côté et aussi du côté des études, je trouve, parce que en première année, les études étaient, l'école avait encore quelques défauts qui ont été rapidement réglés, je trouve, et c'est génial de voir des profs qui prennent en compte les retours qu'on leur fait et qui évoluent en fonction des années pour essayer de donner du mieux possible des études correctes. Et ça a été le cas. Première année, ça a été pas très agréable, je dois dire. Deuxième année, beaucoup plus. Et la troisième année, c'était vraiment le climax du bonheur, où tout le monde s'entendait super bien. Oui. C'était la joie et la bonne humeur. On s'entendait bien, mais il y a eu quelques problèmes, mais qui ont été... Oui, mais comme partout. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, dans la grande majorité du cas, c'était vraiment très agréable. On s'est tous bien entendus. On s'est rapprochés avec Max en troisième année. Et puis, j'ai découvert des gens hyper intéressants, hyper passionnés. Et puis les profs nous ont vraiment été vraiment géniaux, étaient très à l'écoute, très présents pour nous, pour le mémoire, pour le projet MAD. Ça a été une année très dense, très difficile pour moi, parce que il fallait bosser sur les oraux du projet MAD, les oraux du mémoire, la rédaction du mémoire, la réalisation du projet MAD, les oraux blancs, l'alternance à côté. C'était un boulot de titan, et j'en pouvais plus. Au final, on a tous réussi plus ou moins à voir le bout du tunnel. Ouais. C'était agréable de terminer ces études, en même temps ça fait de la peine. Voilà. Je suis très triste de finir tout ça. Ouais. Moi, j'étais très... Mais ça m'a fait du bien de terminer le projet MAD, parce que vraiment j'ai des souvenirs de moi où vraiment j'avais les larmes aux yeux juste en bossant tellement que j'en pouvais plus d'être sur ce projet MAD. Donc ça m'a fait du bien de le terminer, quoi. On va en parler. On va en parler plus tard, juste après. Giovanni, tu as un monde tellement varié, une association de plusieurs arts. Où est-ce que tu les trouves ? Comment est-ce que tu fais pour emmagasiner toutes ces références, et depuis quand tu les as ? D'où est-ce que ça vient ? J'adore l'art depuis... c'est vraiment la phrase de base que tout le monde dit, mais j'adore l'art depuis très jeune, parce que mes parents travaillent dans un milieu artistique, mais ne sont pas eux-mêmes artistes. Je trouve ça important de le préciser, parce que du coup, c'est des gens qui ont côtoyé des artistes, mais qui n'ont pas du tout cette vision de l'art expérimental. Ça rejoint d'ailleurs un peu la question de mon projet MAD dont je parlerai tout à l'heure, la question de l'accessibilité. Je voulais vraiment parler à tout le monde et à mes parents, parce que du coup ils m'ont un peu fait découvrir l'art de façon
assez générales, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait découvrir la musique classique, ils m'ont fait découvrir des films cultes, les classiques des films cultes, etc. Et puis aussi par moi-même, en fait, j'aimais pas du tout les études, j'aimais pas du tout le collège, les années collège, c'était une catastrophe. Et donc du coup, ce que je faisais, c'est que quelquefois, j'allais pas en cours et j'allais au cinéma, ou alors je découvrais, enfin, je passais mes journées dans des magasins de bande dessinée. Et puis le soir, quand j'entrais à la maison, mes parents me faisaient découvrir des films géniaux. Donc c'est ce qui m'a permis vraiment de découvrir l'art de façon générale. Et puis aujourd'hui, j'emmagasine mes références, c'est beaucoup par les réseaux sociaux, par les librairies indépendantes, par la discussion que j'ai avec mes potes, mon meilleur ami, encore une fois, qui s'appelle Tim, qui me donne beaucoup de références de graphisme, d'illustration. Donc voilà, après j'ai pas spécialement de règles prédéfinies, quoi. Ok, bon, De façon de trouver des références. Ouais. C'est un peu au feeling. Oui, ça vient comme ça. Ouais. Et on va passer à différentes références de Giovanni. Mhm. Alors, on peut commencer Mhm. avec le studio Mute. Mhm. Est-ce que tu peux... Ouais, alors le studio Mute, c'est un studio de graphisme que j'ai découvert il y a environ 1 an sur Behance. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'aurais dû en parler. En fait, Behance, c'est l'une de mes principales façons de découvrir des créations, des références. C'est trop bien Behance, voilà. Et en plus de ça, t'as été récompensé. Ça, on l'a pas dit aussi, t'as été récompensé sur Behance. Oui, mais bon, voilà. Tu veux pas en parler? Non, mais je sais pas, ça fait un peu... Ouais, moi, je trouve ça on trop... en parlera peut-être plus tard. Oui, on en parlera plus tard, mais je trouve ça trop intéressant. Ok. Ok. Ouais, le studio Mute, c'est un studio que j'ai découvert assez récemment. Assez récemment. C'est un studio italien qui se situe, je crois, à Milan, si mes souvenirs sont bons. Et c'est un studio de graphisme, on va dire de graphisme d'auteur, qui travaille avec plein de lieux culturels et plein de restaurants. Donc là, c'est le Café Nazionale. Et ils ont fait une DA pour le Café Nazionale, qui est juste magnifique, qui mélange l'illustration et le graphisme, la typographie. C'est très humain, c'est très dense, et c'est surtout un graphisme qui me plaît beaucoup, dans lequel je me reconnais beaucoup, parce que c'est du graphisme très coloré, et c'est du graphisme qui mélange un peu, alors bon, je vais peut-être être un peu caricatural, mais c'est un peu du graphisme qui mélange le constructivisme russe et Pinterest. Parce que c'est très coloré, et ça peut aussi être c'est toujours très coloré, ça peut être aussi quelquefois très sobre. Là, cette référence, elle est très fun, elle est très sympa, très ouverte, etc. Ils font aussi des choses qui sont beaucoup plus carrées, beaucoup plus centrées, mais toujours très colorées, et c'est ce qui me passionne. Vraiment, c'est ce que j'aime le plus. Et ils sont très centrés sur l'édition, donc voilà. Je vous conseille d'aller voir le compte Instagram de Studio Mute, le compte Behance de Studio Mute, c'est vraiment des génies, et j'adore. Catherine Zask, du coup, comme j'en ai parlé un peu rapidement tout à l'heure, c'est une graphiste que j'ai rencontrée pour mon mémoire, dont j'avais déjà parlé auparavant pendant ma période de lycée en STD2A. C'était une graphiste dont j'avais parlé à une de mes meilleures amies, ma meilleure amie d'ailleurs, qui s'appelle Colline. Et donc je lui avais parlé de cette graphiste et je lui avais dit à quel point j'avais envie de la rencontrer. Et j'ai eu la chance de la rencontrer pendant la recherche de ce mémoire. Et donc du coup, elle utilise beaucoup d'expérimentation plastique avec de l'encre de Chine, de la peinture, juxtaposée avec de la typographie. Elle bosse beaucoup avec... elle a beaucoup bossé, je crois, avec le Festival de Cannes. Et elle a un rapport, entre le mélange avec l'expérimentation et le côté un peu plus carré de la typographie qui est juste passionnant, quoi. Et je suis allé dans son studio de création et c'était très coloré, très dense, très agréable. Voilà, c'est une graphisme qui m'inspire beaucoup. Génial. Voilà. MM Paris. MM Paris, ouais, tout à fait. C'est vraiment la référence de base que beaucoup de gens se connaissent. Alors tu m'avais dit que tu la connaissais pas. Je connaissais pas du tout. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment la base des bases des bases. C'est un peu le premier truc qu'on découvre quand on fait du graphisme d'auteur. Et c'est un studio de graphisme qui est composé de Hamzalag et Augustiniak, on va dire. Ils ont fait leurs études à Penningen, et c'est deux graphistes donc, qui utilisent l'expérimentation de façon très poussive, de façon très à la limite presque de l'art contemporain. Quelquefois c'est très peu illisible, quelquefois ça joue avec l'illisibilité, avec l'accessibilité. Ça va pas du tout dans le sens de mes principes, qui est de vouloir que mon graphisme soit le plus accessible à tout, soit accessible à un plus large public. Comme je dis, moi j'ai envie que mon graphisme il puisse parler à un SDF à Porte de la Chapelle ou à une grand-mère dans le 16e arrondissement de Paris avec son chihuahua, quoi.
C'est vraiment, je veux vraiment qu'il puisse être le plus large possible. Et malheureusement, MM Paris n'est pas très accessible. C'est vraiment du graphisme du graphisme très mondain, du graphisme très gentrifié. Mais c'est passionnant. Il travaille avec Björk et voilà. Ok. Très Passionnant. très stylé. Très connu mais passionnant. Ensuite, Comme référence, Ralf Schrevogel, qui est un graphiste suisse qui est pas tout jeune. C'est du graphisme très expérimental. Là aussi, c'est pas du tout accessible. C'est un graphiste qui travaille beaucoup avec les théâtres, donc c'est du graphisme qui est très très expérimental sur certains aspects. Il est pas très accessible, mais il est juste magnifique. Il y a une esthétique autour de son travail qui est juste trop intéressante. Et j'ai parlé beaucoup avec des professeurs sur lui, enfin sur son travail. Et ce qui est dingue, c'est que il fait ses affiches un mélange entre le numérique et le traditionnel. Et il fait une centaine de séries d'affiches toutes à chaque fois légèrement différentes pour trouver exactement celle qui lui convient parfaitement, avec des détails légèrement qui diffèrent, etc. Et donc c'est un graphiste qu'on pourrait un peu mettre au même rang qu'en tant que réalisation un Stanley Kubrick ou vraiment un artiste qui est à fond dans son travail et qui est hyper méticuleux. Et donc c'est ce côté méticuleux que je ne retrouve absolument pas dans mon travail, parce que je ne suis pas du tout méticuleux ou quoi que ce soit, mais qui me passionne, quoi. Voilà. Et puis ensuite, Sister Corita Kent, c'est une graphiste un peu fun que j'aime bien me placer quelquefois. Je connaissais pas du tout et vraiment j'ai vu, je fais ah super, ouais, c'est trop. C'est une graphiste religieuse, donc je crois qu'elle est new-yorkaise. Et c'est une nonne graphiste dans les années 60 qui a énormément influencé le pop art et le graphisme commercial et le graphisme politique. Alors c'était du graphisme politique qui était quand même qui n'était pas non plus engagé drastiquement parlant, hein. C'était du graphisme politique sur la paix dans le monde, sur le bonheur, sur la joie de vivre, etc. Mais c'est quand même du graphisme qui a énormément fait évoluer l'image qu'on peut se faire du graphisme dit d'auteur. Elle a beaucoup influencé Andy Warhol, et Andy Warhol l'a beaucoup influencé. Elle travaille beaucoup avec de la sérigraphie, etc. Et c'est juste passionnant de voir cette sœur, cette nonne, qui je crois quand même a quitté le couvent en 68, hein, mais qui a toute une partie de sa vie pratiqué sa religion et à côté fait du graphisme hyper fun, hyper coloré, hyper libre. C'est trop bien, c'est trop intéressant. Deux mondes. Deux mondes complètement différents, quoi. Et esthétiquement parlant, c'est pas ce qui me passionne le plus, mais c'est surtout l'histoire, quoi, de se dire que voilà, on peut toujours se dépasser soi-même et sortir de sa zone de confort pour créer des nouvelles choses. C'est trop intéressant. Voilà. Alors, Kate Voronina, je crois qu'elle s'appelle Katerina Voronina. C'est une illustratrice que j'ai trouvée là aussi sur Behance. Et elle est passionnante parce qu'elle me fait un peu penser à Bret Stephens. C'est un illustrateur, je pense que vous le connaissez sur certaines bandes dessinées qu'il a réalisées. On en a déjà parlé en classe. Solène Doily nous en avait parlé comme référence. Et c'est un illustrateur qui mélange aquarelle, crayon de couleur, enfin qui mélange plein de supports plein de techniques complètement différentes, plein de matériaux complètement différents pour créer. Et c'est trop intéressant. C'est magnifique, c'est hyper coloré, c'est expérimental et ça déforme un peu la réalité. C'est un peu du graphisme c'est un peu de l'illustration sous LSD un peu. Et c'est une illustratrice qui a travaillé à Moscou pendant des années et qui a déménagé à Paris il y a 3 ans, je crois, 2 ans. Et voilà, et aujourd'hui elle peint Paris de façon absolument magnifique. Elle fait des grandes planches monumentales où elle peint la vie de Paris, ses aspects positifs et négatifs, quoi. Et c'est très intéressant, voilà, je la conseille. Et je conseille aussi Bret Stephens qui fait à peu près les mêmes illustrations qu'elle. Bon, alors là, la référence, c'est vraiment Warhol, la vraie référence, je suis désolé, mais il fallait que je la mette parce que mais la référence est tellement classique, elle me passionne tellement. Je pense que dans le top des artistes que j'aime le plus graphiquement parlant, c'est Andy Warhol. Je suis passionné par sa vie. J'ai lu, je sais pas combien de fois, son journal intime. J'aime tout de lui parce qu'il a révolutionné tout dans le sens large du thème, tout. C'est-à-dire que il a révolutionné les clips vidéo, il a révolutionné le graphisme, il a révolutionné la musique. Il y a des artistes aujourd'hui hyper connus comme The Weeknd, Tyler the Creator ou n'importe quel autre artiste qui s'inspire, mais de façon ultra poussive de son travail. Andy Warhol, en vrai, on s'en rend pas compte, mais il est juste partout, quoi. C'était aussi un artiste graphiste, en fait, parce qu'il a fait des études de graphisme.
Il utilisait beaucoup la typographie dans son travail. Et il avait cette envie de révolutionner le milieu de l'art quand il était tout jeune. Et il a juste réussi, quoi. Donc c'est juste passionnant de voir la vie d'Andy Warhol, qui a une vie controversée quand même. Il y a aussi des questions qu'on peut avoir autour de son travail, qui est que quelquefois c'est pas toujours lui qui fait ses tableaux, comment on appelle ça, c'est ses assistants. Ouais. Ses assistants quelquefois se faisaient ses tableaux, donc en fait il mettait juste sa signature en bas et puis c'était pas lui qui les faisait. Mais donc justement il y avait une question autour de la place de l'artiste. C'était pas un artiste qui se foutait de la gueule du monde, quoi. Contrairement à des artistes comme JR ou comme Banksy, que je déteste, qui sont des artistes qui se disent proches du peuple, des artistes populaires, populistes, etc., qui veulent être le plus accessibles. En réalité c'est juste des gens qui prennent un peu le peuple pour des imbéciles. Et Andy Warhol ne prenait pas le peuple pour des imbéciles, et il se mettait un peu à leur niveau en faisant du graphisme et de l'art simple, et en faisant du graphisme de la vie de tous les jours. Quand il prenait des logos de soupe, quand il prenait des logos de films Paramount que tout le monde allait voir, c'était vraiment de l'art qui se voulait pas être mondain, qui se voulait pas être au-dessus de tout le monde, et qui voulait vraiment être au niveau du peuple, quoi. Et donc c'est un artiste passionnant, politiquement parlant, artistiquement parlant, personnellement parlant. Et si je dois conseiller quelque chose d'Andy Warhol, c'est le documentaire sur Netflix qui s'appelle The Andy Warhol Diaries, qui est donc le journal intime d'Andy Warhol en documentaire. Et il a une vie, enfin il a eu 1000 vies dans sa vie, quoi. C'est trop intéressant, c'est passionnant. Et j'aime trop Andy Warhol. Voilà. Et ensuite Christian Stefani, c'est un graphiste très très jeune, il doit avoir je pense 25 ans. Et c'est un graphiste italien qui a gagné un prix récemment, c'est le prix du graphiste européen, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et il travaille beaucoup sur l'édition, et donc c'est lui qui m'a énormément influencé pour mon travail éditorial actuel, etc. Et au-delà de tout ça, ça me permet de me mettre un peu à son niveau, c'est-à-dire de me dire, on a le même âge. Et toi aussi tu peux faire ça. Et non, enfin oui, je pourrais être comme lui. Ouais. Malheureusement, il faut que je rame 1000 fois plus vite que lui. Mais c'est un artiste passionnant, c'est un artiste très jeune, donc c'est bien aussi de se confronter à des références qui sont jeunes, parce que du coup on peut un peu se comparer à eux. Et voilà, j'aimerais être comme lui. Et donc je ne le serai pas, mais je pense pas que je le serai un jour, mais faut travailler, faut travailler pour. Et tu l'as trouvé comment, cette référence? Je pense que j'ai trouvé sur Instagram. Voilà, il y a longtemps. Ok. Voilà. Okay, tu l'as gardé en tête. Ouais. Ensuite, on est déjà à Arsonora. On est déjà à Arsonora. Ouais. Je répète la même chose pour les épisodes précédents, donc à savoir avec Malissa et Adélie, mais pour cette dernière année de d'ENMAD, on a dû rendre un mémoire et un projet de fin d'année, donc le projet MAD. Est-ce que tu souhaites davantage parler du coup forcément du projet MAD? Est-ce que tu pourrais parler rapidement aussi de ton mémoire Ouais. En 2-3. Alors mon mémoire, je vais pas en parler longtemps parce que c'est vraiment pas passionnant de parler du mémoire à l'oral. Mm. Mais mon mémoire traitait, donc comme je l'ai dit précédemment, des principes de l'art contemporain dans le graphisme d'auteur. C'est un moyen pour moi de parler de deux choses que j'aime, le graphisme d'auteur et l'art contemporain dans son rapport le plus expérimental, le plus libre. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens passionnants, et puis c'est quelque chose qui m'a permis aussi de me questionner sur mon rapport à mon graphisme, à mon propre graphisme, qui est donc d'être le plus accessible possible, le plus parlant. Comme je disais au tout début, mes parents ne sont pas dans le milieu de l'art, et donc du coup ils disent souvent on comprend pas toujours ce que tu fais, mais c'est cool, et j'aimerais bien justement que mes parents comprennent ce que je fais, avoir cette accessibilité autour de mon travail, ça me plairait beaucoup. Puis pas que mes parents, je dis mes parents, mais voilà, mais plus généralement les gens en général, quoi. Cette question d'accessibilité, je trouve qu'elle est importante à poser, et je trouve qu'aujourd'hui le graphisme se gentrifie et devient un peu ce que je n'aime pas du tout, c'est-à-dire du graphisme qui parle pas à tout le monde. Donc voilà. Toi, tu veux faire en sorte que ça puisse toucher tout le monde, comme tu l'as dit tout à l'heure, du SDF à la vieille, du oui, c'est dit de façon caricaturale, mais voilà. Bien sûr. J'ai envie que mon travail aussi il puisse pas que parler aux Parisiens. Il touche tout le monde, quoi. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le graphisme parle beaucoup à des quartiers parisiens, enfin, entre guillemets, bobos, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très boboisé, c'est très gentrifié, et c'est très bien. Moi, je trouve que l'aspect expérimental du graphisme, il est génial. Moi, quand je suis dans des quartiers comme le 19e ou dans le 20e, où le graphisme, il est omniprésent, il est magnifique quand on va à la librairie sans titre, quand on va monte en l'air. Ouais, exactement, voilà. C'est du graphisme qui est passionnant, et c'est du graphisme qui peut être accessible. Mais il y a surtout certains graphistes, je trouve, qui oublient un peu ça et qui parlent moins aux autres, qui parlent moins à une grande partie des gens. Voilà.
Donc c'est une de mes envies. J'ai encore beaucoup de travail à faire autour de ça parce que c'est un sacré travail de vouloir parler à beaucoup de gens. Mais il faut que je mette un peu de côté mon ego d'artiste et que je mette aussi un peu en avant mon envie de parler à tout le monde, quoi. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pour continuer vers le projet MAD? Ouais, Qu'est-ce que tu as fait? je voulais traiter de ma passion, qui était un peu une passion ensevelie, qui est une passion très solitaire, qui est la musique. J'adore la musique, je suis passionné par la musique. Je joue pas d'instrument ou quoi que ce soit, mais juste j'aime écouter la musique, j'aime l'histoire de la musique. Et ça fait depuis très jeune, quand j'avais 8 ans, j'ai découvert la musique. Et je voulais traiter de ce thème-là par un biais, on va dire, éditorial accessible, et faire découvrir des chansons, des morceaux et des artistes de niche, un peu mis à l'écart médiatiquement parlant, par le biais d'édition. Et je voulais rendre ce projet accessible et surtout participatif. Je voulais que les gens puissent donner leurs conseils, leurs artistes préférés, etc. Pour que je puisse recevoir ces informations, recevoir ces articles, et que je les mette en page sur un journal qui serait donc mensuel. Voilà. Tu as déjà 6 numéros? J'en ai 8. J'en ai imprimé 6 et il y a 2 numéros qui sont en train d'être imprimés. Il y a un numéro 7 qui parle de la disco et un numéro 8 qui est un numéro hors série spécial sur une association dans laquelle je travaille, je participe, qui s'appelle l'association Les Trois Fils. Voilà. On verra par la suite les livrables de Giovanni. On va commencer par ça. Mon lapin quotidien. Ouais, du coup, ça a été la première référence que j'ai eue en tête. J'étais en train de me promener dans une... j'attendais un pote, il était en retard comme d'hab. Et, et j'étais en train de me promener dans une librairie de bande dessinée. Et donc je feuilletais un peu tout ce qu'il y avait, etc. Tout était beau, tout était magnifique. Et là, je tombe sur un journal, un énorme journal qui doit faire environ 50 cm sur 30 cm, avec un beau papier épais. Et c'est un journal sur la bande dessinée, sur l'illustration, avec un graphisme qui est magnifique. Et donc je tombe un peu amoureux de ce journal et je l'achète. Et ça a été l'une de mes principales références en fait, de part pour son graphisme et aussi de part pour son support. C'était une période où je me questionnais encore beaucoup sur le fait d'utiliser soit le magazine, soit le journal comme support de création pour mon projet MAD. Et je trouvais que le magazine en fait avait beaucoup moins cet apport historique, noble. Je trouvais que c'était un peu crado le magazine en fait, parce que pour moi dans ma tête le magazine c'est un peu je sais pas, People, oui, bien sûr, oui. C'est un peu Voici, bon, Télé 7 jours, ouais, Télé 7 jours, Télérama, tout ça. Et le journal, il y a un aspect plus historique, beaucoup plus personnel. Ça existe depuis très longtemps. C'est ça, voilà. Le fait de tenir, je trouve c'est ça. Je trouve qu'il y a le geste de tourner la page, le geste d'acheter son journal et de le mettre sous son petit bras et de se promener avec dans le métro et tout ça. Il y a un aspect plus accessible, beaucoup plus humain, qui me plaisait dans le journal, qui me plaisait beaucoup moins dans le magazine. Et donc, mon lapin quotidien m'a renforcé dans cette idée d'utiliser le magazine comme support. C'est magnifique, c'est pas très cher en plus de ça, et c'est juste, c'est trop beau quoi. Enfin, mélange entre l'illustration et le graphisme, c'est ce que j'ai envie de faire plus tard, et c'est trop beau quoi. C'est un très très beau mélange. C'est magnifique. Ensuite, Choc le Goff. Choc le Goff, je l'ai découvert parce que j'habite à côté du théâtre de l'Odéon, qui s'appelle aussi le théâtre de l'Europe, je ne me rappelle plus. Bref, moi j'appelle le théâtre de l'Odéon. Et avant, il y avait des graphistes qui travaillaient dans ce théâtre, qui ont arrêté de bosser pour eux. Et c'était un espèce de graphisme un peu expérimental, avec des formes abstraites, qui représentaient donc du coup à chaque fois une nouvelle pièce. Et donc ils sont partis et ils ont laissé place à Choc le Goff, qui est un studio de graphisme. Et donc en fait je suis arrivé devant la place de ce théâtre et je vois en énorme des grands kakémonos avec du graphisme de Choc le Goff, et je me dis mais c'est magnifique, qui est-ce qui a fait ça? Et j'ai fait ma petite recherche et je les ai trouvés. C'est trop beau. Et là aussi en fait c'est du graphisme qui mélange illustration, graphisme d'auteur, accessible, expérimental. Et c'est trop beau. Je me rappelle plus des prénoms, mais du coup il y a quelqu'un qui s'appelle Choc dans le studio et un autre qui s'appelle Le Goff. Peut-être que tu connais leurs prénoms. Ouais, alors je connais pas les prénoms, mais pareil pour
pour en venir à l'Odéon, vraiment j'étais dans le métro et je fais pareil, mais attends, C'est magnifique. C'est magnifique, hein. Moi j'adore, j'ai pris en photo. Le dégradé argenté et jaune. Ouais, il est magnifique, et la répétition, tout ça. L'Odéon, avec des Franchement, illustrations. ça marche super bien. Et C'est ensuite, trop quand j'ai beau. découvert que c'était eux, ça m'a fait encore plus plaisir. Exactement, ouais. Et si vous voulez savoir, ils ont un épisode, il y a un épisode dédié à eux de Graphic Matter. Voilà, si vous voulez savoir, il y a un épisode dédié à eux. Donc c'est J'irai trop voir, cool, je savais pas. je l'avais écouté il y a longtemps. Et c'était l'une de mes inspirations pour créer ce podcast. Grâce à eux aussi. Mais en tout cas, vraiment trop cool. Ah, c'est elle. C'était Books. Alors en fait, Ah oui. c'était ça. Oui, Mais oui, parce oui, qu'en oui, fait, oui, oui. j'ai mis elle parce que les projets qu'elle donnait, c'était. Tout à fait. En fait, toi, c'était plus pour le partage de projet. Le partage du projet, ouais. D'accord. Du Bah, en coup, tout je cas, ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Du coup, Lisa Lisa Enebes, elle est directrice artistique Ouais. du studio Doombar. Et sur son compte Instagram, elle partage des projets. Mhm. Voilà ça. Et moi, je savais pas du tout pourquoi est-ce que. Enfin, je savais pas si c'était parce que c'était le partage de projet ou si c'était parce que c'était. En fait, c'est le compte Insta qui m'a inspiré. Déjà, oui, elle partage des projets régulièrement. Elle partage du graphisme du monde entier, donc c'est déjà hyper intéressant. Et je crois qu'elle a plusieurs comptes Instagram, dont celui-là. Et donc, c'est en fait purement du partage de graphisme. Et c'est du graphisme principalement d'édition. Et c'est ce que j'aime le plus, le graphisme éditorial. Donc voilà, bon, c'est une référence que j'ai mis un peu comme ça parce que je regardais beaucoup ce compte Instagram, mais j'ai pas d'autre chose à dire de Oui, plus. tu t'es pas quoi. renseigné plus que ça. Ouais, voilà, c'est juste vraiment le fait de partager du travail des autres, c'est ce qui m'a aussi un peu inspiré pour mon projet, quoi. Le fait de rendre ça participatif, ouvert à tous. C'est génial. Voilà. Ensuite, Another Graphic. Ouais, Ça, Another Graphic, tu connais? Ouais, je connais. Pour moi, c'est un puits de réf- références de références, visuelles génial. J'ai découvert Mhm. ça sur Twitter, je crois. Parce que vraiment, Twitter Ah, aussi, d'accord. ouais, c'est génial. Et franchement, ouais, j'ai noté plein de choses là-bas, c'est génial. Ouais. Et toi, si tu veux en parler. Le site Another Graphic vend des éditions. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. En fait, je voulais acheter une édition d'une historienne du graphisme, pardon. Et donc du coup, je suis un peu tombé par hasard sur ce site et je me suis dit tiens, la DA elle est cool du site et tout, c'est un peu bleuté, noir, c'est sympa. Et en fait, j'ai vu que c'est aussi un compte Instagram qui diffuse du graphisme passionnant. Et donc en fait, c'est, je crois, hein, si je me trompe pas, de l'édition. Enfin, c'est-à-dire qu'ils éditent du graphisme et aussi ils partagent purement juste des projets de façon libre, de façon ouverte à tous, quoi. Ouais, moi, De c'est façon comme ouverte ça. à tous. Et voilà, j'ai pas d'autre grand chose à dire, c'est un peu comme la référence précédente, c'est juste du partage, quoi. Mais c'est passionnant et c'est magnifique, quoi. C'est très coloré, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un mélange entre Pinterest et du constructivisme russe. Et c'est comme si en fait tu partageais Cosmo ou Pinterest. Parce que Oui, voilà. Mais là c'est plus spécifique. Ouais, et c'est plus Donc, pro, je trouve, quand même, que c'est- Pinterest. Hein. Ouais, c'est trop bien. Franchement, si vous voulez chercher des références, Another Graphic, c'est génial. Et moi, je privilégie Another Graphic et Cosmo. Mhm. C'est plus recherche. Pinterest, c'est plus mainstream, donc Ouais, tout à fait. c'est moins drôle Mhm. déjà. Euh, Deux références de Beyoncé que tu m'as. Ouais, c'est de référence Behance. Alors là, bon, pour le coup, les gens qui l'ont créé, à part Studio Myth, bien sûr. Mais pour la première référence, c'est une référence éditoriale pure qui s'inspire un peu de la revue Faire dans son rapport au gros bloc de texte. Et voilà, c'est du graphisme éditorial pur qui m'a un peu inspiré pour mon édition parce que c'est beaucoup de blocs de texte et beaucoup de rédaction. Et donc c'est pas très ça fait pas très ça donne pas très envie, quoi, au premier abord, de faire des gros blocs de texte. Donc aussi il fallait que de mon côté je crée du graphisme qui puisse être le plus accessible. Oui. Encore une dixième fois je le dis, mais voilà. C'est ton projet. Ouais, c'est important, mais voilà. Mais l'accessibilité, elle passe aussi par la lisibilité et par l'envie de lire. Et donc, du coup, c'est pas par des gros blocs de texte noirs, pas passionnants, qu'on va donner envie aux gens de s'intéresser au projet. Et donc, ce projet m'a un peu inspiré parce que justement, c'est toujours très varié dans la façon dont c'est mis en page, page par page, en fait. Voilà, c'est très intéressant. Et puis, Turich Babel de Studio Mute, ça aussi, c'est une édition. Qui est très colorée, encore une fois, et qui là aussi m'a beaucoup inspiré parce que c'est une édition que je regardais souvent, surtout pour son utilisation de la typographie épaisse, sans empattement, un peu étirée, et ça a été l'une des principales
référence de typo et de mise en page pour mon projet MAD. Voilà. Et Vinyl 3000, je voulais pas que mettre du graphisme, je voulais mettre aussi un créateur de contenu. En rapport avec la musique et les vinyles. Ouais, tu connais pas? Si, j'adore. Ah, tu connais Vinyl 3000? Ouais, je connais. Ah d'accord, je pensais que tu connaissais pas. Ah si, je connais. Ah d'accord, moi je Sur, pensais que c'était un peu de niche et tout. Ah non, moi sur TikTok, il est très connu. Il raconte, TikTok, ouais. il raconte un artiste et un album, et à la fin il fait écouter un son. Exactement. Et Vinyl 3000 m'a permis de. Alors il est plus âgé que moi, hein, donc bon, il est pas vieux, mais il est plus âgé que moi. Et donc du coup, il a une connaissance en musique qui est juste extraordinaire, quoi. Il a des vinyles de partout et il nous fait découvrir des petites musiques un peu de niche. Par exemple, il y a pas longtemps, il y a le chanteur principal des Beach Boys qui est décédé, et il nous a fait découvrir un morceau des Beach Boys un peu inconnu que j'adore. Et donc voilà, sa passion, c'est de faire découvrir des musiques. Et c'est trop intéressant, c'est trop bien. Il est très drôle. Il y a ce petit côté à la fin de la vidéo, comme tu dis, où il s'arrête de parler, il prépare son vinyle, et là on se met tous à écouter son morceau avec ses petits écouteurs et tout. Et il y a un petit côté très humain, en fait, justement, à la découverte de la musique. Ça m'a aussi beaucoup inspiré pour mon projet. Et c'est quelqu'un de très ouvert à la découverte musicale. Je lui avais envoyé un message il y a quelques temps pour lui faire découvrir un vinyle que j'avais digué, qui s'appelle Listen to Paul Bryan, de Paul Bryan, qui est un chanteur et compositeur brésilien des années 60 qui a complètement disparu. Et c'est pas son vrai nom, en fait, et je ne connaissais pas son vrai nom. Et c'était un vinyle très peu connu, des musiques très peu connues. C'est des morceaux qui sont magnifiques, donc de bossa nova mélangés avec un peu de la pop américaine, un peu à la Bread. Et je lui ai envoyé un message pour dire voilà, je pense que tu connais pas, n'hésite pas à en parler dans une vidéo un jour, à le faire découvrir, ou juste à l'écouter. Et il m'a répondu qu'il connaissait pas et qu'il allait peut-être l'écouter. Donc je sais pas s'il a écouté, mais ça m'a fait plaisir de lui faire moi-même découvrir un album que j'adorais et qui était pas très connu. C'est trop cool. Ouais. Il est ouvert à toute proposition. Ah oui, c'est sa passion de faire découvrir, donc je pense qu'il est aussi ouvert à la découverte. Là, je sais que la slide d'après, sans rapport avec Arsenora. Yes. Alors, attends, je vais revenir à mes petites questions. T'as expliqué le principe. Mm-hmm. Est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que tu t'y es pris? Ouais. D'où est-ce que ça a commencé? Par quoi est-ce que tu as commencé à faire? Déjà, j'ai commencé par bosser dessus très tôt. Je pense que j'étais même le plus tôt de la classe à en parler, à bosser dessus. J'ai commencé plus de 6 mois avant. J'ai commencé au moment où j'étais en train de passer mon oral pour mon mémoire. Donc vraiment. Ça veut dire en janvier. Ouais. Donc c'était vraiment un projet que je voulais vraiment que ce soit un énorme projet déjà. Et donc j'ai commencé un peu à faire mes recherches par-ci par-là, et j'ai commencé à bosser sur un graphisme. C'était des retours en arrière constants. Je voulais vraiment, encore une fois, que l'accessibilité soit vraiment le mot d'ordre de mon projet. Et puis aussi, il fallait que je crée un site internet qui s'appelle arsenora.com. Mais du coup, la première chose que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai rédigé tout simplement le but du projet, l'aspect participatif, l'accessibilité, le journal, le support, les références. Et ça m'a permis vraiment d'avancer assez rapidement. Et du coup, je me rappelle bien d'ailleurs d'être allé voir mes professeurs, leur avoir dit que j'étais en train de bosser sur mon projet, et je leur montre mon projet et ils en revenaient pas parce que j'étais à la moitié de mon projet presque, alors que on était au tout début. On était au tout début, quoi. Mais parce que je voulais vraiment que mon projet aille vite. C'est peut-être un peu d'ailleurs ce qui m'a fait défaut, c'est que je voulais que mon projet je le fasse le plus rapidement possible, et donc je me suis pas vraiment remis en question. C'est peut-être aussi l'un de mes principaux problèmes en général dans la vie. Je ne remets pas beaucoup en question, et dans mon projet je me suis pas énormément remis en question parce que je voulais que ça aille vite. Je voulais vraiment pas revenir en arrière et perdre du temps. Et donc voilà, il y a beaucoup d'erreurs dans mon projet, beaucoup d'erreurs de mise en page. Je suis pas tout à fait fier de certains aspects, mais je suis fier du résultat. Tu l'as fini, quoi. Je l'ai fini, et puis surtout je suis fier de ce qui retransmet comme message, quoi. La musique, elle est ouverte à tous, que ce soit de la musique classique ou du rap, et c'est trop bien. Passer les slides pour montrer déjà tes différents livrables. Alors ça, c'est les affiches. C'est des affiches, ouais, que j'ai placardées dans les rues. J'en ai placardé quelques-unes avec un QR code, donc le but étant vraiment de rendre accessible le plus possible le journal. Et je les ai mises, ces affiches, devant des universités, parce que je voulais que ça parle aux jeunes, en fait. Donc voilà. Et donc du coup, ça m'a permis d'avoir quand même pas mal de visibilité sur mon site internet, parce que j'avais du coup le compteur de vues de mon site, et j'en suis arrivé à presque 500 vues sur mon site quand même. Donc
pas mal, C'est je suis cool. assez content. Ouais, C'est cool. voilà. Du coup, Ouais, là, on a quelques éditions. ouais, tout à fait. C'est les 6 premières éditions que j'ai présentées pendant Ton mon oral. oral de projet MAD. La photo, elle les met pas vraiment en avant, malheureusement, parce qu'elles seront vraiment immenses. Oui. J'aime beaucoup la taille, le fait qu'elle soit Attends, gigantesque. j'ai des... Il y a un côté, bah voilà, là c'est les mains de Max en plus. Oui, c'est même. Il y a un côté gigantesque au projet Mm. qui me plaît, déjà parce que j'ai envie de mettre en avant, graphiquement parlant, des propos qui sont pas forcément mis en avant. Donc du coup, le fait de le faire sur un grand format, c'était, je trouvais que ça mieux. donnait de la valeur en fait Oui. aux propos. Et du coup, oui, donc c'est 6 livrables d'édition, plus 2 affiches et un site internet. Donc ça a été un gros taf, mais à partir du moment où on commence à s'y mettre, ça fait un peu tout seul. Chacun des numéros ont un thème différent à chaque fois. Donc c'est, comme j'ai dit précédemment, un numéro mensuel. Donc il y a des numéros qui peuvent avoir des thèmes qui sont très concrets, comme par exemple, je sais pas, la nature. Donc ça peut être la musique et en référence avec la nature. Et ça peut être aussi des thèmes un peu plus abstraits, un peu moins littéral, comme par exemple la folie, la disparition. Et donc on traite d'artistes qui ont disparu de la surface de la planète, ou alors d'artistes qui ont disparu pour une raison X ou Y. Donc c'est des thèmes qui sont peut-être un peu plus abstraits. Et justement, je trouvais ça intéressant de mélanger abstrait et rapport littéral à un thème. Et justement, il y a un petit côté un peu pareil dans mon utilisation des images. Parce que j'utilise des images qui mélangent images métaphoriques et images représentatives. C'est-à-dire que par exemple, je parle de Isaac Hayes, et donc je vais mettre une photo d'Isaac Hayes pour que les gens puissent savoir à peu près à quoi il ressemble. Et ensuite, je vais mettre des images un peu plus métaphoriques pour représenter des musiques d'Isaac Hayes ou alors la vie d'Isaac Hayes. Voilà, justement comme exemple que je peux donner sur l'article d'Isaac Hayes, il y a un article qui traite du fait que ce chanteur-là a été la voix du chef dans South Park. Donc D'accord. voilà, le cantinier dans South Park, avec une grosse voix grave, etc. C'était un jazzman, Isaac Hayes, et il faisait partie de la scientologie. Et le jour où, à un moment donné, du coup, les créateurs de South Park ont voulu créer un épisode de South Park sur la scientologie. Et Isaac Hayes n'était pas spécialement pour, et donc il a décidé de partir de South Park, du projet de South Park, parce qu'il ne voulait pas faire partie de cet épisode. Et quelques mois après, il est décédé. Voilà. Donc il y a les enfants de Isaac Hayes qui expliquaient que c'était une mort qui était un peu particulière, qui était un peu étrange. Et donc il y a, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a toute une supposition comme quoi il aurait été assassiné parce que voilà, il a fait partie de South Park, etc. Donc c'est un article du coup qui parle moins de façon littérale de la musique, mais plutôt d'un artiste et plutôt de sa vie. Et donc du coup, j'ai représenté graphiquement de façon assez littérale le chef de South Park, Isaac Hayes. Et ensuite, j'ai utilisé des imageries qui sont des imageries médicales. Voilà, que j'ai trouvé dans des archives de bouquins sur la dissection, etc. Je trouvais ça intéressant justement de mélanger des illustrations, des représentations qui sont très littérales avec des illustrations plus métaphoriques. Okay. Voilà. Et pour ce qui est de la mise en page, c'est une mise en page assez simple. Le but étant encore une fois d'être le plus accessible possible. Mais je voulais quand même aussi un peu expérimenter sur certains aspects du journal, notamment sur la page du milieu. Lorsqu'on coupe le journal en deux, lorsqu'on ouvre le journal en deux, il y a un grand poster expérimental que j'ai réalisé. Et donc du coup c'est des posters qui sont décrochables du journal et qu'on peut ensuite accrocher chez nous, etc. Donc il y a un aspect aussi très humain au fait de vouloir décrocher un journal et d'en faire quelque chose d'autre. Voilà. Je crois que j'ai dit à peu près les grandes lignes de ce projet. Mais franchement, trop stylé. Ouais, c'est un projet qui a bien plu et qui a eu alors là c'était pendant la présentation de mon mémoire. C'est un projet qui a bien plu et qui a eu une tournure que je ne m'attendais pas. Parce que du coup les gens rédigeaient des articles sur le site internet arsonora.com, me l'envoyaient et je le recevais. Et comme j'expliquais aux gens souvent en soirée ou en tête à tête que c'était des musiques de niche ou des musiques pas très médiatisées, automatiquement ils pensaient musique de l'époque en fait, musique des années 60, 70, 80, musique d'artistes pas très connus, alors qu'ils auraient très bien pu parler de musique d'artistes connus récents quoi. Ouais. Et donc j'avais fait un espèce de pourcentage de musique des années 60, 70, 80 et de musique des années 2000, 2010, 2020 et
le pourcentage est juste monumental lorsque ça concerne les années 70, 80, 90, 60, 70, 80. Et quand c'est 2000, 2010, 2020, c'est médiocre, quoi. C'est vraiment. Et donc, du coup, ça a pris une tournure qui est un journal qui met en avant des musiques d'époque, en fait. Ok. Qui n'est pas pour me décevoir parce que j'aime bien ce genre de musique, mais. Ce serait cool aussi de revoir. Mais voilà. Mais par contre, je suis pas du tout contre le fait qu'on écrive des articles sur du rap ou quoi que ce soit. Il y en a certains. Mais voilà. Et du coup, j'ai quelques questions. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées et comment est-ce que tu les as surmontées? L'une des principales difficultés, c'était de prendre du recul sur mon travail. Parce que quand on fait une édition, on fait plein d'erreurs. Et le fait de faire une pause, ça permet de se rendre compte de ses erreurs lorsqu'on revient. Et j'avais fait une pause d'une semaine avec mes amis. On était partis au lac de Caume. Et je me suis dit, pendant une semaine, c'était pas loin, c'était proche du projet MAD. Et je me suis dit, pendant une semaine, ne regarde pas ton projet MAD, ne t'intéresse pas à ton projet MAD, n'y pense plus. Et quand tu reviens, tu te replonges dedans et tu verras toutes les erreurs que tu as faites. Et ça m'a pas mal aidé, malheureusement. J'aurais peut-être dû faire une plus grande pause pour me rendre compte encore plus d'autres problèmes que j'avais pas constaté une première fois, mais bon, c'est pas grave. Et puis la deuxième difficulté, ça a été l'impression. J'ai fait une impression qui est sur un site internet qui s'appelle Newspaper Club. Et c'est génial parce que c'est des imprimeurs londoniens. Et donc en fait, il ne me cassent pas la tête avec des demandes spécifiques, etc. Des demandes d'exportation, etc. Juste, t'envoies. Je leur envoie et ils me le renvoient. Et c'est génial. Et donc ouais, en fait, la question d'impression, elle était importante. La question de distribution, elle était importante. Le site internet, j'avais jamais fait de site internet auparavant. Donc en fait, c'était difficile de créer un site. À la base, t'as fait sur Wix? Ouais, mais c'était une catastrophe. Et ensuite, Wix, c'est horrible pour faire un beau site, quoi. Enfin, c'est vraiment fait pour un site carré dans l'axe, bien blanc, bien pâle, pour faire un site pour un EHPAD, quoi. Mais par contre, pour faire un beau site, c'est pas vraiment accessible. Et ensuite, j'ai fait Readymag. C'est trop bien, Readymag. Et donc du coup j'ai fait mon portfolio et mon site Arsonora sur le même lien d'ailleurs qui s'appelle arsonora.com du coup. L'une de mes principales aussi, l'un des principaux problèmes que j'ai retrouvé dans mon projet MAD, ça a été le repos. Le fait de se reposer, ça a été juste hyper important pour moi et j'arrivais pas à me reposer en fait. J'étais épuisé tout le temps, je bossais jusqu'à 2-3 heures du matin sur mon projet, mais j'ai des souvenirs de moi qui bossais de 9h quand j'arrivais à l'école sur mon projet. Ensuite, je rentrais tôt parce que j'avais pas envie de bosser toute la journée à l'école. Donc, je rentrais tôt, je bossais sur mon projet l'après-midi jusqu'à, 2h du matin. Donc, j'avais les yeux sur mon projet toute la journée. Et le soir, quand je m'endormais, je rêvais de l'interface InDesign. Et il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. C'était juste l'interface InDesign, le rêve. Et moi qui déplace ma souris comme ça et qui continue mon projet. Donc j'étais un peu en train de devenir dingue, un peu comme Jack Nicholson dans Shining. mais du coup, ouais, ça a été en soi, j'ai pas eu trop de problèmes pendant mon projet. C'était juste, surtout le repos, quoi. C'était épuisant. Donc voilà, donc c'est un très beau site, déjà. Merci. Le site reprend un peu, le site reprend un peu les codes du journal, c'est-à-dire des grandes colonnes avec des images tramées, du texte, les mêmes typographies, des grandes colonnes de texte aussi. Et donc du coup, cette juxtaposition qu'on va faire entre images et texte. Donc c'était une envie de pouvoir faire un site qui ressemble graphiquement parlant au projet. Ça c'est un photoshoot que j'ai fait avec Clément. Voilà, on est allé dans des beaux quartiers, puis on a fait des beaux shoots photos avec le journal devant une Lamborghini, ouais. Mais voilà. Ça c'est très très beau. Ouais. Ça explique tout. Et donc du coup en bas on peut donc du coup rédiger son nom, son prénom, son email, le titre de l'article et l'article. Vous me l'envoyez, je le reçois et ensuite tu fais une mise en page. Je fais une mise en page, je m'occupe de l'image, etc. Et voilà. Et il y a une charte éditoriale importante à respecter par contre, qui est le nombre de caractères est assez clair et assez précis. Et puis aussi, il y a une charte éditoriale en termes de respect d'autrui, enfin, je veux dire, pas d'insultes, pas de propos racistes, pas de propos homophobes, pas de propos politiques aussi, parce que je voulais aussi que ce soit accessible à un plus large public. Donc du coup, je voulais vraiment pas que on commence à exposer ses opinions politiques. Je trouvais pas que c'était le lieu. Et puis aussi, je trouvais que justement, par le biais de la musique, je trouvais ça plus intéressant de mettre de côté un peu la politique et de dire, écoutez de la musique tous, qui vous soyez, et faites-vous plaisir, quoi. Voilà, et donc du coup, il y a aussi une autre partie de mon site, où on peut acheter un numéro. Les numéros, voilà.
Donc voilà, chacun numéro sont là. Il y a le numéro 7 qui va arriver bientôt. Et le numéro 8 donc, va être exposé dans un... grâce à mon association qui s'appelle Les Trois Fils, donc. Enfin, mon association, à l'association à laquelle je participe, va être exposé dans un showcase. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, il m'a aidé. Dans un espèce de showcase, c'était une exposition showcase où du coup on va présenter mes numéros, on va présenter certains de mes posters, certaines de mes affiches, certaines de mes éditions. Autre qu'Arsonora. Autre aussi qu'Arsonora, voilà. Et donc du coup ça va me permettre de créer un numéro spécial pour ce showcase qui va être vendu. Donc c'est génial. Et puis et Arsonora a une vie un peu léger, on va dire, mais quand même qui prend petit à petit sa place, enfin, qui fait un peu son chemin, puisqu'elle a été, Arsonora a été un peu mis dans une exposition pendant la fête de la musique, donc ça m'a permis un peu d'être mis en avant par mes affiches et par Arsonora. Et puis Arsonora, je vais le présenter prochainement normalement dans une radio spécialisée dans l'art et dans la musique, surtout dans la musique, et donc je vais pouvoir être invité dans cette radio pour parler de mon projet, donc le mettre en avant. Donc je suis super content de voir que ce projet que je voulais être accessible et que je voulais voir vraiment vivre le plus longtemps possible commence un peu, alors tout doucement, mais à faire un petit chemin. Ouais, c'est génial. Très petit, mais un petit chemin. Donc c'est cool. Voilà. Et, du coup, tu comptes le continuer sur vraiment le plus long terme ou déjà dans un premier temps, dans un court terme on voit déjà. Je vois un court terme en fait, je vois si ça avance, je vois si je commence à m'endetter en impression. Ça va être voilà. Tu t'es endetté pour du coup le projet Oui et non, parce que en fait petit à petit, ça a été mis en vente il y a un peu plus d'un mois, et là j'ai déjà la moitié de mes journaux qui ont été vendus. Ah super. Et ça continue petit à petit à être vendu, donc c'est cool. Je pense pas qu'ils seront tous vendus parce que j'en ai 60. J'ai vraiment beaucoup d'impressions de journaux, mais bon, au moins ça me permet déjà de commencer un gros projet que je n'avais jamais fait auparavant. Et puis après on verra. S'il ne continue pas dans le temps, au moins ça m'aura permis de le présenter pendant les entretiens d'embauche, etc. Parce que je suis hyper fier. C'est trop bien, c'est trop cool. Comme tu l'as dit, c'est un projet participatif. Est-ce que tu as découvert de nouveaux artistes en produisant le morceau, en produisant le journal? Oui, j'ai tout découvert des musiciens français. Il y avait beaucoup de variétés françaises. Et j'ai découvert un artiste dont je ne me souviens plus du nom. Alors je sais pas un artiste que j'écoute tous les jours, mais ça m'a beaucoup intrigué. C'est un monsieur qui est décédé récemment, je crois, il y a genre 3-4 mois, et qui enregistrait le bruit de la nature et qui le sortait en album. Et donc c'était un vieux monsieur. Je me rappelle plus du tout du nom. Il faudrait que je m'en souvienne, mais je me rappelle plus. C'est pas un souci. Oui. Et donc du coup, je trouvais ça juste tellement beau de voir ce monsieur passer ses journées dans des marécages avec ses perches à son, et puis enregistrer le son des animaux, des oiseaux, etc. Et puis après, j'ai découvert aussi des rappeurs. Voilà, il y a des potes à moi qui m'ont fait découvrir des artistes de fou, quoi. Donc j'ai découvert quelques artistes, mais rien à mettre vraiment en avant concrètement, quoi. Toi, toujours en lien avec Arsonora, tu as un projet Spotify. Oui. On peut en parler. On en parle rapidement parce que c'est un rapport quand même avec la musique. Du coup, c'est une playlist que j'ai créée il y a longtemps quand même, qui était à la base destinée à moi tout seul. Et en fait, je me suis dit, mais comme j'aime bien découvrir des morceaux, comme j'aime bien fouiller dans les magasins de vinyle, comme j'aime bien aller dans les brocantes, comme je passe mes journées entières à écouter de la musique, je me dis, autant utiliser cette passion et cette connaissance pour faire découvrir des morceaux. Et donc c'est un espèce de Arsonora que j'avais commencé il y a un bout de temps, qui est un petit projet en fait, c'est juste une playlist ouverte à tous, et qui me permet tous les jours, quotidiennement, ça fait depuis un peu plus d'un an que je fais ça, minimum un morceau par jour. Je fais découvrir des morceaux plus ou moins connus. Quelquefois il y a vraiment des morceaux qui sont des classiques, et il y a d'autres fois où il y a des morceaux qui sont vraiment de niche. Donc voilà, c'est vraiment une playlist où je fourre-tout, où je mets du rap, où je mets de la musique classique, où je mets de la musique de film, où je mets de la soul, où je mets de la bossa nova, où je mets de la musique expérimentale. Enfin voilà, je mets vraiment beaucoup de choses. C'est trop cool. Pendant vraiment longtemps, je le faisais donc publiquement, en me disant personne ne va aller voir ça, personne ne va écouter ça. Et j'ai installé Linktree il y a quelques temps, et je me suis rendu compte qu'il y avait genre une vingtaine de personnes qui allaient tous les mois voir
ta playlist. Ma playlist. Donc bon, je ne sais pas qui sont ces personnes qui cliquent sur le lien de mon Linktree et tout et qui y vont, donc c'est trop cool. Et ça me pousse un peu à continuer à faire découvrir ces musiques-là. Voilà. Ok, mais c'est un petit projet, hein, c'est pas, un petit c'est pas projet, un mais grand c'est projet. trop cool quand Mais même. c'était un peu les prémices d'Arsonora en fait. Voilà. Oui. C'est bien d'avoir tout ça. Et donc, tu voulais qu'on passe aux questions, c'est ça? On va passer aux questions. Alors, Giovanni, quel est ton logiciel favori? Moi, c'est vraiment InDesign en numéro 1. Il n'y a même pas de discussion, il n'y a même pas de concurrent. Parce que c'est un logiciel qui peut paraître au premier abord être vraiment très 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 chiant. Franchement, ça donne pas envie d'être utilisé. Il y a plein de boutons, il y a plein de réglages, il y a plein de commandes. Et puis l'édition, ça ne donne peut-être pas forcément envie au premier abord en fait. Mais quand on s'y lance, ça devient une espèce de drogue dans laquelle on se détache plus, quoi. Vraiment, j'aime trop InDesign. Aujourd'hui, je fais mes éditions sur InDesign, je fais mes affiches sur InDesign, je fais mes DA pour l'association à Les Trois Fils sur InDesign, ce qui n'est clairement pas la meilleure des solutions. Mais j'aime trop InDesign. C'est très agréable, c'est très réconfortant. Voilà, j'aime bien InDesign. Ouais, comme les deux autres invités. Ouais, c'est vrai. Précédentes. Et Photoshop, j'aime pas trop. T'aimes pas? Non. Vraiment, Illustrator, je ne comprends pas. C'est juste, vrai pour moi, c'est juste tout sauf passionnant, artistiquement parlant. Moi, quand j'étais très jeune et que j'ai découvert qu'on pouvait faire du dessin sur Illustrator, c'est-à-dire avec une souris et avec des points qu'on reliait, je me suis dit, mais c'est juste un massacre, quoi. C'est juste tuer l'art, quoi. Et maintenant j'ai évolué, bien sûr. Hein. Ouais, mais quand j'étais petit, ça me faisait mal de me dire qu'il y a des gens qui dessinaient sur Illustrator. Parce que je trouve pas ça très artistiquement humain. Voilà. Maintenant, beaucoup plus, mais bon, quand même, j'ai un peu du mal. Parce que là, du coup, là t'attaques Clément Berneron. Mais Clément, il fait des trucs magnifiques sur Illustrator. Et j'aimerais bien avoir son talent, son niveau, mais de mon point de vue personnel, je préfère tellement ce que fait, par exemple, le travail de l'illustratrice qu'on a vu précédemment, qui est juste magnifique, quoi, ou Brecht Evans, etc. C'est trop beau, très humain. Très centré sur le papier, sur la matière, etc. Voilà. Mais j'ai beaucoup de respect pour le dessin aussi sur Illustrator. Hein, mais voilà. Quand même. Bien sûr. La fonctionnalité de ton logiciel favori. Enfin, du coup, la fonctionnalité préférée de InDesign. Sur InDesign, c'est ça? Sur InDesign. Bah, je sais pas vraiment. J'y réfléchis vraiment un bout de temps et je sais pas. Mais du coup, je vais dire peut-être la fonctionnalité que j'utilise le plus, c'est vraiment l'outil Pipette sur InDesign. Okay. Parce que ça me permet de copier-coller un peu des typographies et des tailles et des styles de mise en page de texte, etc. Donc l'outil Pipette, j'utilise beaucoup. Si tu ne devais recommander qu'un seul artiste. Ouais, bah j'y ai vraiment réfléchi beaucoup et c'est très difficile. T'es pas obligé de répondre si tu veux. Bah ouais, mais je vais en répondre deux en fait parce que c'est trop dur. Ouais. Je vais mettre musique et cinéma parce que c'est mes deux passions. En musique, je vais mettre vraiment à la base, hein, c'est vraiment très classique hein, ce que je veux dire, mais Stevie Wonder. Stevie Wonder, il a fait que des bangers, musicalement parlant. Et Wagner, en vrai. Wagner, j'adore Wagner. Alors il a vraiment une image malheureusement Wagner à cause de ce qui s'est passé en 1930 que j'ai pas le droit de le dire sur YouTube, mais bon, malheureusement, il a été associé à des trucs qui sont terribles quand même. Okay. Mais Wagner, j'adore Wagner et tous ces opéras, tous ces morceaux sont magnifiques. Voilà. Et sinon, Stanley Kubrick en réalisateur. Pas très accessible, Stanley Kubrick, mais il a fait 2001 Shining, Full Metal Jacket, Eyes Wide Shut. J'en oublie plein, mais il a fait que l'Orange Mécanique. Il a fait que des chefs-d'œuvre du début jusqu'à la fin, quoi. Donc voilà, j'adore Stanley Kubrick. Ok, mais c'est trop cool. J'ai pas bien répondu à ta question, mais bon, mais je pouvais pas me permettre de donner juste un artiste. T'as le droit de contourner. Oui. Mais c'est pour avoir... commissariat, quoi. Ouais, c'est ça exactement, pour avoir des réponses aussi cool, tant mieux. Tu préfères le print ou le digital? Moi, c'est le print. Comme disait Adélie, je vais répéter ce qu'elle a dit, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font que du digital. Parce que je n'arrive pas personnellement à me dire qu'un projet a abouti à partir du moment où il est encore sur mon ordinateur et qu'il ne sort pas de mon ordinateur. Quand il est imprimé, quand c'est du beau papier, je trouve qu'il a tellement plus d'impact, plus d'intérêt que quand il est sur un écran, quoi. Par exemple, justement, le projet que j'ai montré précédemment, qui était les sans affiches là, sur l'ordinateur, c'était sympa, mais ça n'avait pas vraiment d'impact. Quand c'est imprimé,
C'est pas ça la même change tout, chose. quoi. Le rapport qu'a la couleur sur le papier, c'est juste magnifique. L'utilisation des ronds, etc., des traits fins, c'est juste trop beau, quoi. Donc je trouve que ça embellit le travail sur print. Et au-delà de tout ça, ouais, j'arrive pas à me dire qu'un projet est fini quand il n'est pas imprimé, quoi. Mais encore une fois, j'ai tellement de respect pour ceux qui font pas du print, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas, quoi. Et juste le fait d'avoir, j'arrête pas de le dire, mais juste le fait d'avoir son objet entre les mains, je trouve que ça ouais, voilà, c'est ça. tu le ranges, ça devient un bel objet. C'est ça fait partie de toi. C'est comme pour le cinéma ou comme pour la musique. Avoir des vinyles, c'est tellement plus impressionnant que d'acheter un album sur une plateforme de streaming. Oui, de l'écouter. Tu l'as pas vraiment sur toi, c'est-à-dire que tu le possèdes pas. Oui. Et c'est pareil pour les films, j'aime bien, je suis encore un peu tradit, mais j'aime bien les DVD. Ouais. Et quand tu achètes un truc sur Amazon Prime ou sur Netflix, bah, il t'appartient pas en fait. Il appartient à Netflix. Donc, quand tu l'as en main, c'est tellement plus agréable. Et si un jour, imaginons, le site crash ou s'arrête, oui. ferme. Après, tu vas me dire un print, si ta maison brûle, t'as plus de print non plus. Hein. Ah, c'est pas la même chose quand même. Et voilà. Ne plus voir de film ou ne plus écouter de musique. Ça aussi, j'y réfléchis. Vraiment, j'abuse pas quand tu m'as parlé de cette question, j'ai réfléchi en 10 minutes. Et je pense que je préfère ne plus voir de film que ne plus écouter de musique. Parce que le cinéma fait partie intégrante de ma vie, mais la musique fait partie... Enfin, c'est même pas qu'elle fait partie, c'est que c'est ma vie, quoi, la musique. C'est-à-dire que quand ma mère me demande d'aller acheter des trucs à Franprix en bas de chez moi, même si c'est 2 minutes de marche à pied, il faut que je mette mes écouteurs pour écouter de la musique. Quand je vais dormir, j'écoute de la musique. Quand je vais à l'école, j'écoute de la musique. Quand je suis à l'école, j'écoute de la musique. Et j'écoute de la musique tout le temps, quoi. Et je veux dire, la musique fait partie plus qu'intégrante de ma vie. Et au-delà de tout ça, le cinéma me permet de découvrir de la musique, en fait. Donc en fait, le cinéma a un lien direct avec la musique, mais je préfère quand même la musique. Voilà. Quelle est la typo que tu utilises tout le temps ? Si tu utilises, moi j'aime bien la typo BN Cringe que Guillaume m'a fait découvrir une fois et dont je suis tombé amoureux, qui ressemble à une autre typo dont je ne pourrais plus citer le nom, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais voilà, la typo BN Cringe et les typos que tu m'as fait découvrir récemment, qui sont les typos Bye Bye Binary, magnifiques, très simple d'utilisation, j'aime beaucoup, mais j'ai pas de typo attitré, quoi. Voilà. Là, tu regardes en fonction de ton projet, t'en as pas une en tête Non, j'ai pas vraiment de typo en tête. Ouais. Ok. Ton dernier concert ? C'était il y a pas longtemps, je suis allé voir mon meilleur ami Tim m'a offert une place pour Kendrick Lamar. J'ai vu en story. C'était extraordinaire. C'était la première fois de ma vie que je faisais un concert où il y avait une ambiance entre nous deux, hein, parce qu'on était que tous les deux, qui était très décomplexée, quoi. C'est-à-dire qu'on est allé au concert 1 heure en retard. Ok. C'est ça que t'as raté la première partie. On a raté la première partie. C'était à la Défense ? C'était à l'Accor Hotel Arena de la Défense. Ah, ok, la Défense Arena. La Défense Arena, voilà. Je savais pas qu'elle existait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on était en retard. Ah. On est allé à l'Accor Hotel Arena de Bercy. On est arrivé, c'était noir, genre tout était éteint. Et on se dit, mais c'est pas possible, c'était hier le concert et tout. Et on a dû reprendre un taxi en vitesse. Bref, c'était l'horreur. En plus, c'est vraiment à l'autre bout. Ah oui, c'est à l'autre bout de Paris. C'est-à-dire que vraiment, Bercy est là, Paris c'est là, Bercy c'est là, et vraiment la Défense c'est là, quoi. C'était vraiment l'horreur. Mais bref, ouais, c'était trop bien parce que justement, il y avait un rapport très convivial, quoi. C'est-à-dire que on est arrivé 1 heure en retard, ensuite on s'est pris une petite bière, on s'était assis, on écoutait le concert un peu comme si on écoutait un morceau à la maison, quoi. Et puis on sortait dehors, fumer une clope alors que le concert continuait, qu'il y avait Kendrick Lamar qui jouait des morceaux. C'était avec Cisa. Ouais, exactement. Et donc c'était très agréable en fait parce que c'est la première fois de ma vie que je vivais un concert de façon aussi décomplexée, de façon aussi détachée, quoi. Vraiment, j'allais au concert et puis on discutait, on buvait notre bière et puis on discutait de choses et d'autres, et puis en face il y avait Kendrick Lamar qui chantait, c'était trop bien, quoi. Mais voilà, dernier concert énorme, trop bien. Des prochains concerts en date ? Peut-être Mac DeMarco. Ok. J'adore Mac DeMarco. Et puis voilà. Trop bien. Peut-être. Tu préfères travailler le matin ou travailler le soir ? J'aime travailler le soir. Le matin, j'aime bien dormir et le soir, j'aime bien veiller longtemps. Mais du coup, c'est ce qui fait que ça nous donne... Enfin, je sais que toi aussi, c'est pareil. Ouais. Ça nous donne un espèce de mode de vie un peu crado. On se lève tard et du coup, on se couche tard. Mais j'aime bien travailler le soir parce que je trouve que le soir, c'est tellement plus inspirant que le matin. Où il fait calme. Tu te sens sale, tu viens de te réveiller, tu as encore la crotte d'œil et tout. Et le soir, tu as vécu ta journée. T'as vécu une journée très inspirante ou pas forcément, mais en tout cas voilà, t'as vécu une journée et toute cette journée t'inspire pour ton travail le soir,
Et puis il y a une façon de travailler la nuit que j'aime bien, surtout l'été. Travailler l'été quand il fait chaud toute la journée et que le soir il fait frais. Tu travailles la nuit avec de la musique, c'est juste. Ouais. Moi, c'est parfait quoi. toi, tu travailles avec la musique Oui, tout le temps. et je travaille avec des films. Même. Ouais, d'accord. Ouais. Ça, faut le faire parce que je connais très C'est peu de très personnes qui regardent des C'est- films en même temps de Mais travailler. je regarde des films que je connais déjà. Si je Ouais, regarde oui, un film de 3 heures Oui, bien sûr. serbe, et que en même temps je suis en train de bosser sur un projet, je risque pas de bien bosser quoi. Mm. Mais je regarde un film que je connais par cœur. Genre hier j'ai bossé hier soir, j'ai regardé Toy Story 3. Voilà. Ok, d'accord. Mais c'est pas du cinéma d'auteur, mais c'est du cinéma que j'aime bien quoi. C'est trop cool. Ouais. Moi, je sais que moi personnellement, on en parlait avec Adi du coup sur son rapport à écouter de la musique pendant le travail. Moi, ça dépend, mais j'aime bien le silence complet. Oui, c'est vrai. C'est C'est terrible. Moi je déteste le silence. bah justement moi, ça m'aide plus à réfléchir. Ok. Ouais, j'ai peut-être plus les idées en place, mais voilà, ça c'est mon avis sur ce truc et chacun travaille comme. Mais toi ça t'influence pas du tout le graphisme ou quoi que ce soit la musique dans le graphisme? Ça dépend. Je pense que ça dépend aussi de la musique que j'écoute. Genre, par exemple, j'adore Fontaine d'ici. J'écoute ce groupe, mais depuis la rentrée en septembre. Ouais. Parce qu'on me l'a conseillé et tout, j'ai adoré. Et ça m'a donné envie de taffer un peu plus là-dessus. Enfin, je sais pas, ça m'a donné peut-être un côté plus libérateur dans mes projets, mais je saurais pas dire précisément. Ok. Mais par exemple, je sais pas, ou sinon, c'est des. Bah, ça dépend, ça doit dépendre aussi du mood. Genre. Ouais. Et du projet pour lequel tu dois travailler. Ta collab de rêve ou ton projet de rêve avec. Ma collab de rêve, moi j'aimerais bien bosser avec un illustrateur peut-être, parce que j'aime bien le principe de mélanger graphisme et illustration. Donc ouais, je sais pas, je dirais un illustrateur genre Luz. Luz, c'est un dessinateur de Charlie Hebdo, enfin un ancien dessinateur de Charlie Hebdo qui est parti après les attentats. Et il dessine de façon très expérimentale et de façon aussi très cartoon à certains instants. Et j'aime trop ce qu'il fait. Et je pense que son dessin, qui utilise beaucoup l'encre de Chine, mélangé avec du graphisme, ça peut bien le faire. Après la collab de mes rêves, je sais pas, un grand studio de graphisme, MM Paris, moi je suis fan de MM Paris. Studio Mute, voilà. Ce que t'as cité. Ouais. Une technique graphique que tu trouves incroyable mais que tu ne maîtrises pas du tout. La 3D, j'aimerais bien essayer la 3D, mais je suis très mauvais à ça. J'avais fait un projet de 3D très simple pour mon alternance, pardon. C'était des affiches pour chaque étage de Gobelin pour le campus Gambetta. Et donc du coup, pour chaque affiche, il fallait que j'avais fait le logo de Gobelin qui était en mouvement en 3D avec un espèce de flou. Et donc du coup, j'avais fait ce projet sur Blender, mais bon, ça m'avait plu, mais pour moi, ouais, mais c'était tellement difficile en fait à comprendre la 3D que ça me paraissait trop abstrait, j'étais trop impatient pour pouvoir apprendre la 3D quoi. Voilà. Et aussi l'animation, genre comment on appelait ça, motion. Ouais, non, motion. Motion design. Motion design, j'y connais rien. Et je pense que j'aimerais bien un peu apprendre le motion design, non pas pour faire des animations parce que je m'en fiche, mais plutôt pour peut-être animer des projets que je fais, genre d'affiches. Je vois certains artistes sur Instagram qui s'amusent à animer leurs affiches et c'est hyper intéressant quoi. Voilà. Et je pense que ça mettrait déjà en avant mon travail et ça aussi me permettrait de toucher à de nouveaux logiciels quoi. Comme dit en introduction, tu pars à la Fonderie de l'Image, au campus Fonderie de l'Image. Oui. T'as ton alternance. Est-ce que t'es confiant pour la suite? Ouais. Parce que bah, du coup je change pas d'alternance, donc du coup j'ai pas ce stress de me dire que je vais tomber sur des fous furieux. Et puis en fait je trouve que c'est une école qui est agréable parce que c'est une école très libre. C'est une école qui est très ouverte à l'expérimentation, la création graphique centrée sur le manuel, etc., sur la création manuelle. Donc du coup en fait ça me plaît beaucoup d'y aller. Je pense que je vais m'y plaire. Je pense que je vais me faire des potes sympas. Je pense que je vais rencontrer des gens très talentueux. Et voilà, je me vois dans l'avenir dans cette école m'y plaire. Voilà. De toute façon, ça va être que 2 ans, donc c'est un master. Hein, et c'est quoi ton rythme du coup? C'est 3 semaines, 1 semaine. D'accord. 3 semaines alternance et une semaine école. C'est pas beaucoup, mais je trouve que c'est parfait parce que j'ai de plus en plus envie de rentrer dans le milieu professionnel. Donc ça me permet de faire vraiment un grand pont, quoi. On passe de 2 semaines avec Gobelin à 3 semaines, 1 semaine. Ouais. Donc c'est cool. Et puis 1 semaine, c'est quand même pas mal parce que je vois qu'il y a des écoles sans les citer qui sont un peu des arnaques où c'est genre
2 jours par semaine, 2 jours par mois, pardon. Ouais, moi j'ai des trucs comme quoi c'est genre 4 jours, un jour. Tu peux pas apprendre. C'est hallucinant, quoi. Enfin, t'as même pas le temps de te poser que directement tu dois partir, quoi. Tu peux même pas créer de vrais liens avec les profs ou les élèves, donc c'est plus compliqué. J'avais pas envie de tomber dans une école comme ça, dans des écoles. Encore une fois, je vais pas citer de nom, hein, parce que c'est pas le. Non, en tête. Mais on en a en tête beaucoup. Mais des écoles qui mettent des alternances de 99% du temps, et 1% du temps c'est études. Enfin, c'est juste une honte, quoi. Voilà. Et pour revenir sur l'alternance, moi c'est pour ça que je suis très content de plus faire d'alternance. De plus faire d'alternance, ouais. Et juste le point négatif, c'est que je peux plus percevoir de salaire, donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, quelle serait ta finalité de rêve en tant que graphiste? Moi, j'aimerais bien ouvrir un studio de graphisme et être en collab. J'ai pas envie d'être le patron, quoi. Ça me saoule un peu. Tu veux travailler en duo plutôt? J'ai envie de travailler en duo, et j'ai envie de travailler en duo avec un pote. Et un pote qui fait pas forcément la même chose que moi. Par exemple, un pote qui fait, je sais pas, qui te complète, d'illu ou alors un graphisme complètement différent, quoi. Moi, j'avais déjà pensé. C'était une idée qui m'aurait plu possiblement, mais je sais que ça sera malheureusement pas. Mais c'est des gens qui m'inspirent, mais genre des gens comme Clément ou Guillaume. J'aimerais bien faire c'est une idée, hein, mais ouvrir un studio avec eux, parce qu'ils ont pas une vision tout à fait pareille que moi du graphisme, mais justement, je trouve que ce mélange, il peut être intéressant. C'est le cas avec beaucoup de studios de graphisme que j'ai cités, hein. Je crois que le Goff, MM Paris, c'est des graphistes qui font pas tous la même chose. Enfin, c'est deux graphistes qui font pas toujours la même chose, et mélanger, ça donne une espèce de pluralité créative, une richesse expérimentale qui me plaît, quoi. Voilà. Donc ouvrir un studio de graphisme, rester à Paris possiblement, ou alors partir en Italie ou à Los Angeles. Ok, d'accord. Voilà, mais non, mais c'est des lieux artistiquement qui m'inspirent, quoi. Et j'ai peut-être une vision un peu erronée de ces lieux-là, pardon. Mais voilà, j'aime bien le graphisme italien. J'aime bien Quand t'es à la Com, franchement, ça t'a fait plaisir de voir. Ouais, bon, alors il n'y a pas beaucoup de graphisme à Com, hein, c'est vraiment. Ouais, mais du coup, t'es atterri à Milan. Oui, je sais pas. Milan, oui, c'était. Oui, t'as pu voir. Non, mais il y a beaucoup de studios de graphisme. Enfin, il y a beaucoup de graphisme déjà que j'ai cités qui étaient italiens. Je crois que j'en ai cité 3 ou 4 qui étaient italiens. Et c'est des gens qui ont un esprit créatif qui me plaît, quoi. Que je me retrouve plus dans le graphisme italien que dans le graphisme français. Voilà. Okay. C'est très coloré, c'est très joyeux, c'est très convivial, c'est très fun, c'est très accessible. Voilà. C'est drôle parce que Adélie, elle c'était plus l'Allemagne, les Pays-Bas. Oui. C'est bien d'avoir différentes visions. Le graphisme suisse et tout, c'est ce qui me passionne. Mais justement, l'italien, c'est le mélange entre suisse et good vibes, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment très coloré. Enfin, j'aime beaucoup, quoi. Voilà. Du coup, les projets à présenter. Giovanni. Du coup, je voulais parler de graphisme, mais j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais présenter. T'étais pas forcément obligé de parler de graphisme. Et je me suis dit, je pense qu'il y a des gens dans le chat qui ont peut-être pas envie d'entendre parler que de graphisme, mais aussi de musique, peut-être. Donc, je voulais parler de 2 albums. Je voulais à la base parler de 2 albums qui sont sortis dans les années 60, donc c'est pas très actuel. Et donc, du coup, je suis un peu revenu en arrière, j'en ai enlevé un et j'ai mis Alfredo 2 de Freddie Gibbs et de Alan the Alchemist. C'est un album de rap américain magnifique. Déjà The Alchemist, c'est un producteur de musique que j'aime beaucoup. Il a bossé avec tous les plus grands, un peu dans l'ombre, et il sort aussi des albums solo, et c'est juste magnifique. Il a un rapport au sample qui est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il utilise beaucoup de samples de films d'enfants, de films genre pour enfants dans les années 70, etc., genre Scooby-Doo, Spider-Man, etc. Et donc il rappe par-dessus, il sample des morceaux aussi des années 60, des vieux morceaux, et c'est juste passionnant, des extraits de radio aussi. Donc c'est un producteur que j'adore et que je suis depuis très longtemps. Il a sorti des morceaux qui sont des chefs-d'œuvre, qu'on a écouté tout à l'heure d'ailleurs, avant de commencer le live. Et donc il sort cet album qui est une suite de Alfredo, qui est son album le plus connu, où il a sorti que des bangers. Et c'est un album en collaboration avec Freddie Gibbs. Et c'est juste magnifique comme album. C'est un album qui est très centré sur l'esthétique de la mafia, sur Little Italy, pardon. C'est un peu du rap de Little Italy, quoi. C'est vraiment très centré sur la mafia, sur la violence, sur la pénombre, etc.
avec aussi des samples un peu plus colorés, donc c'est juste magnifique. Et puis la cover d'album, elle est trop belle. La cover d'album fait référence au premier album qui s'appelle donc Alfredo, comme j'ai dit précédemment, qui était la même cover, mais avec un fond marron et un bol de spaghettis, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et donc c'est une référence on ne peut plus claire quand on la voit. En fait, j'ai pas vu ça sur internet, j'ai vu ça tout seul en écoutant cet album et en regardant la cover. Quand on la voit, on peut plus l'enlever de la tête. La main, c'est exactement la même main que la cover du parrain. Ok. La typo du parrain, au-dessus, il y a une espèce de main qui tient un espèce de manette à marionnette. Et c'est exactement la même en fait. Donc c'est encore une fois une référence aux mafieux, etc., à la mafia. Bref, c'est un album super. Et puis le deuxième, alors là c'est vraiment très d'époque, mais en fait il est ressorti récemment en vinyle. C'est l'album Orgasmo de Piero Umiliani. Piero Umiliani, c'est un peu un compositeur musical de films des années 60 italien. Et moi j'adore la musique des années 60 italienne, des films des années 60 italiens. Il a été vraiment mis un peu à l'écart parce que en face de lui il avait tous les plus grands. Il avait Piero Piccioni, il avait comment il s'appelle, Ennio Morricone, et donc du coup il a été un peu mis à l'écart des connaissances musicales actuelles, en tout cas, enfin du milieu actuel de la musique. Et il a sorti que des musiques de dingue, magnifiques. C'est un mélange entre le jazz, la musique de film, la musique classique, la musique pop aussi, parce qu'il y a souvent des chanteuses qui chantent par-dessus ses compositions. Et c'est un album qui a été un peu considéré comme longtemps un peu un album perdu. Il n'était pas très facilement disponible. Il n'y avait qu'une vidéo YouTube qui montrait toutes ces musiques, enfin, qui donnait la possibilité d'écouter toutes ces musiques. Et en fait, c'est sorti récemment, un peu par hasard. J'étais en train de promener à la Fnac et je vois cet album. Je me dis, mais c'est un album que je cherche depuis longtemps. La musique est magnifique. Il vient de ressortir. Si vous aimez la musique, si vous aimez le jazz, foncez parce que c'est juste trop beau. Et c'est une musique de film, comme son nom l'indique, Orgasmo, Paranoia. C'est une musique de film érotique en fait. Donc c'est assez dingue de se dire qu'aujourd'hui le cinéma érotique n'a pas vraiment de musique. Sympa à écouter quoi, et qu'à l'époque les musiques de films érotiques étaient juste magnifiques et on pouvait les acheter en vinyle quoi. Voilà. À mon tour, du coup. À ton tour. À mon tour. Alors c'est un graphiste qui s'appelle 096 District. Je sais pas comment on le dit, mais en tout cas, il fait beaucoup il travaille beaucoup sur la typo. Enfin en tout cas, les projets que je vois, c'est sur ça, et aussi sur je sais plus comment on appelle ça, mais c'est du style de calque. Je sais pas, c'est des raccourcis. Enfin ouais, c'est des raccourcis qui sont trop cool. Et c'est un graphiste, il donne tout ça gratos. Donc si vous voulez à lui donner de la force aussi, allez-y. Et voilà, en tout cas, voilà, je voulais présenter ce petit graphiste là. Voilà. Ouais. Voilà, tout simplement. Bah, je vais pas me. Voilà. Voilà. Merci Giovanni d'avoir pris le temps de parler sur ce podcast de tes différents projets, références et ton expérience. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, à commenter, etc. Voilà. Il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine parce que je serai en vacances. Mais du coup, j'essaierai de travailler pour poster le podcast le plus rapidement possible. Voilà, tu voulais parler, je suis désolé, je t'ai coupé. Mais je te disais au revoir, je te disais merci à toi Max de m'avoir invité, t'es adorable. Ça me fait très plaisir et puis merci à tout le monde d'être venu. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Il y avait vraiment beaucoup de monde, quoi. Ça me fait plaisir. De buzz. De quoi ? T'as du buzz. J'ai du buzz. Moi je ramène des gens. Non, mais en tout cas, merci beaucoup à tous. Franchement, c'est super. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous, merci. Bonne fin de journée. Voilà. Bon, merci beaucoup. Voilà, ouais. Écoute. Ciao. Ciao. Je sais pas comment dire au revoir, mais ciao. Au revoir.